On retrouve dans la clinique, quand on accompagne des familles, certaines histoires de relations entre un conjoint, sa conjointe, entre un parent et son enfant, des histoires où il existait une grande proximité affective et peut-être même un lien de dépendance déjà très fort, que ce soit encore une fois entre une relation de filiation, une relation conjugale. Et c'est surtout dans ces cas de figure que la maladie vient intimer, vient séparer quelque chose qui peut-être n'avait pas été abouti jusqu'alors. Enfin, je pense notamment à ces enfants qui étaient restés dans une relation de grande dépendance à leurs parents. On sait qu'un enfant se construit sur le modèle de son parent du même sexe, quand il est petit enfant, construit son identité, se structure, et puis progressivement, à l'âge de l'adolescence et du jeune adulte, va choisir d'autres modèles d'identification, va s'éloigner du modèle parental, du premier modèle qui lui a permis de se construire, et va traverser ce passage vers l'autonomie et l'individualisation. Et dans la clinique, on voit que ça ne se passe pas de cette façon-là pour tout le monde, qu'il y a des enfants, pour X raisons, qui sont restés, qui ne sont pas allés jusqu'à ce processus d'individualisation. Et même à un âge adulte, même à un âge voire avancé de la vie, reste très... oui, c'est même plus que de l'attachement, c'est que mon identité est aussi toujours en appui sur le modèle du parent qui m'a permis de me construire. Et quand la maladie d'Alzheimer s'installe et donc modifie l'interrelation, quand le parent ne peut plus jouer ce rôle de modèle, de tuteur, d'identification, on va se retrouver face à des enfants très démunis et qui vont vivre très difficilement ces nombreuses séparations qui ponctuent le parcours de la maladie. Et c'est surtout auprès de ces enfants-là qu'il faut pouvoir agir et soutenir et proposer un travail psychothérapique même pour pouvoir dépasser et aller au-delà de l'épreuve de séparation. Alors c'est très intéressant parce que là ça pose des choses tout à fait, enfin je veux dire, on les pose assez rarement comme ça, et c'est totalement lié à la maladie, je trouve. Enfin il y a des tas de connexions très troublantes parce que, bon alors c'est compliqué mais disons pour faire simple, si on considère, pas seulement, enfin si on considère, si on prend comme image que la mémoire se détricote en quelque sorte, et que donc précisément, et ça arrive très souvent d'ailleurs, les gens se voient, se pensent comme ayant alors, 50 ans, 40 ans, 30 ans, bon, justement, ils sont totalement dans ce lien avec leurs enfants, à 4 heures ils s'affolent parce qu'il faut aller à l'école. Bon, c'est d'autant plus troublant, j'imagine, pour les enfants, qui ne sont plus, eux, ces enfants de 6 ans qui sont à la crèche en train d'attendre leur mère. Bon, c'est une espèce d'énorme gouffre là que vous êtes. Je veux dire, comment ça se passe, comment ça veut dire reprendre un peu à zéro. Est-ce que ça va permettre de faire tout un chemin qui va nous ramener à l'endroit où l'on est maintenant? Mais c'est un peu ça le but, mais en reprenant toute une histoire comme ça, familiale, oui, en effet, je pense que ce détricotage dont vous parlez, ou cette bobine de l'histoire de vie qui fait retour en arrière, eh bien, va aussi en effet avoir des conséquences, un impact sur les proches et notamment sur les enfants qui sont appelés finalement à être dans un temps régressif où on retourne en arrière et on revisite les premiers temps de la relation que l'on a pu avoir avec le parent. Et quand ces premiers temps de la relation ont été difficiles, pour X raisons,
cette régression, en tout cas cette invitation à repartir en arrière, peut être absolument insupportable pour certains enfants qui vont soit être dans la fuite ou l'évitement, ou qui au contraire vont, mais de façon plus ou moins inconsciente, essayer de rejouer quelque chose et peut-être de réparer ce qui n'a pu avoir lieu 50, 60 ans auparavant. J'ai pu, moi, accompagner des filles, par exemple, qui avaient, de leur point de vue en tout cas, une mauvaise relation, une qualité de relation mauvaise avec leur mère, et qui profitaient, entre guillemets, de ce retour en arrière, de cette invitation au retour en arrière, pour essayer de réparer quelque chose dans des rôles, bien sûr, qui vont s'inverser. Et ces retours en arrière ne sont pas toujours négatifs. Enfin, il peut y avoir de belles histoires. Ces filles qui disent j'ai pu renouer et rejouer quelque chose avec ma mère qui, toute ma vie, avait laissé une place vacante. Et je me sens maintenant, enfin, pouvoir devenir femme et enfin pouvoir me détacher de cette relation d'avec elle. Mais ça peut aussi mal se jouer. Je me souviens d'une fille qui avait été abandonnée, donc là c'était une histoire plus dramatique. Sa mère était partie quand elle avait 4 ans et n'avait plus jamais donné signe de vie, malgré les tentatives qu'elle avait faites pour la retrouver. Et là, à l'occasion de la maladie d'Alzheimer, sa mère, là, on pouvait la saisir, elle ne bougeait plus, là, elle ne repartait plus. Mais l'histoire était tellement douloureuse et il était difficile pour elle de régler quelque chose avec sa mère qui n'avait plus tout à fait le langage, plus tout à fait les éléments de leur histoire. Et du coup qui projetait son agressivité sur l'équipe de soins qui prenait en charge sa maman. Et c'était évidemment extrêmement difficile pour l'équipe soignante d'accueillir cette problématique familiale particulière. Ça pose en tout cas des questions. Et on est vraiment, nous aussi, à l'extérieur, projetés parfois dans le cœur d'une histoire familiale qui se dévoile, qui peut même parfois être nommée par la personne malade, puisqu'elle n'a plus, du fait des phénomènes de désinhibition par exemple, ne fait plus la différence entre dire quelque chose de la sphère du privé dans le privé ou pas dans le privé. Et on voit comme ça des situations de couple aussi, qui réémergent et qui reviennent au devant de la scène avec beaucoup d'intensité. Et c'est vrai que c'est difficile pour les familles, puisque les choses réémergent, mais face à soi, on n'a plus tout à fait un parent ou un conjoint qui a la possibilité de faire quelque chose de ça, quoi. Donc c'est aussi une maladie, et je crois que vous l'avez dit, qui fait que les choses se replient sur elles-mêmes. On se concentre aussi sur ce qui arrive, sur ce qui survient. On économise son temps et son énergie, parce que plus les besoins du malade évoluent, plus la disponibilité de l'aidant se réduit. Et l'urgence, très souvent, c'est de pouvoir faire face tout simplement à tout ce qui arrive et tout ce qui s'organise dans le quotidien. Donc, penser qu'à un moment donné, on pourrait avoir besoin de dire, de raconter, et peut-être d'être soutenu, informé, formé, c'est pas quelque chose qui se fait et qui est aussi évident qu'on pourrait le penser. Donc il faut aussi... il y a encore certainement plein de choses à inventer, à innover, que je ne peux pas... mais quand un aidant familial, par exemple, fait le pas d'aller rencontrer des pairs, c'est-à-dire d'autres familles, dans un groupe de parole, que ce soit à France Alzheimer ou ailleurs, on peut penser soit qu'il est dans une situation très à risque, qu'il a identifié, ou soit parce qu'il a cette disponibilité de pensée qui lui a permis d'identifier qu'il était dans le besoin et que pour améliorer la situation et le quotidien, il était important qu'il prenne le recul nécessaire pour poursuivre son implication, son engagement. Mais très souvent, on voit ces couples aidants aidés qui,
alors qui s'isolent et qui s'enferment et qui n'ont plus tout à fait cet espace pour penser et donc pour se faire aider. Et c'est un retour et on revisite quelque chose de la relation, ça c'est certain. Et c'est pour ça aussi qu'il y a dans ces couples aidant aidés des histoires qui certes restent éprouvantes, qui certes mobilisent l'aidant, que ce soit le conjoint ou l'enfant, fortement et pendant des années, mais qui sont des histoires qui sont rapportées par les aidants comme des histoires réussies. La maladie a permis de peut-être renforcer les liens avec la personne malade, mais aussi à l'intérieur de la famille. Et certains aidants disent sortir grandis, différents, et que tout ça leur a apporté beaucoup. On le disait ce matin. Je crois qu'il faut avoir et pouvoir avoir une vision dans laquelle on puisse intégrer toutes ces situations. L'aidant familial n'est pas victime, et n'est pas seulement victime de son proche malade qu'il va devoir porter comme un fardeau. Il y a eu à un moment donné un discours uniquement axé sur l'épuisement de l'aidant, la charge, le fardeau, et des aidants ont dit « mais attendez, je ne considère pas mon proche malade comme un poids que je dois porter. Certes, la situation me mobilise beaucoup, à tout point de vue, mais je tire aussi des satisfactions quand je sens que, quand je vois à quel point je lui suis utile. Certains aidants peuvent aussi, ou conjoints, évoquer un sentiment de réciprocité. J'ai l'impression de faire pour lui ce qu'il a fait pour moi à un autre temps de notre histoire. On l'entend aussi beaucoup et ça prend du sens. Comment ne pas enfermer les aidants familiaux dans une position passive et comment les rendre actifs et comment leur permettre d'avoir le choix et de décider d'être à cette place ou de ne pas y être, ou en tout cas d'aménager la place en fonction de ce qui a du sens pour eux et de ce qui a du sens par rapport à la relation qui préexistait avec la personne malade. Et ça, je crois que c'est très important. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on parle de formation des aidants familiaux. Il n'est pas question de professionnaliser les aidants familiaux, mais de les rendre actifs, qu'ils aient du pouvoir, que face à une situation qui est difficile avec la personne malade, par exemple un refus d'aide ou de soins, de leur donner les moyens et les outils de trouver des stratégies qui vont permettre et de ne pas être seulement englués dans la relation affective et émotionnelle. Donc il faut vraiment jouer sur plusieurs tableaux et avoir une vision très kaléidoscopique pour ne pas enfermer l'autre dans une vision unique que l'on aurait des aidants familiaux. Ce qui est compliqué, c'est qu'à l'intérieur d'une même fratrie, on va avoir des vécus, une perception de la situation qui peuvent être, mais à l'opposé, complètement à l'opposé. J'ai souvent entendu des enfants dire, mais je me demande si on est fait du même sang, si on a vécu la même histoire, si on a eu les mêmes parents. Mais voilà, c'est normal. C'est souvent un moment où aussi il faut peut-être faire renoncer à cette famille idéale qui nous soutiendrait, nous porterait quand on vit un coup dur. Là, chacun va être concerné par la situation et il n'y a pas toujours un soutien mutuel entre des membres d'une même famille parce que chacun va vivre cette histoire-là de façon singulière et y apporter un sens qui lui est propre, avec des mécanismes de défense aussi qui sont propres à chacun des enfants. On dit beaucoup, et je crois qu'on a raison, que la maladie, là, les questions qu'elle pose dépassent très très largement le cadre justement de cette maladie. Ça se pose, il y a des questions de citoyenneté, il y a des questions de tout ce qui a à voir avec l'inhibition, justement, je trouve ça passionnant, ou plutôt la désinhibition, parce que là, c'est vraiment, on est tout nu, précisément. Donc, si on a bricolé avec ça pendant toute sa vie, là on ne peut plus. Alors on peut peut-être les tuer, comme ça c'est réglé. Enfin, ça ne règle pas le problème fondamentalement. Bon. Mais donc justement, de ce point de vue-là, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire ce qui se dit, en plus,
sachant que ce qui se dit n'est pas nécessairement vrai, entre guillemets. C'est-à-dire, peut-être c'est un petit bout qui revient, qui ressort. Bon. Mais ça pointe quand même quelque chose qui est problématique, qui n'a pas été réglé, ou qui a été réglé, mais que justement, on croyait que c'était réglé, puis finalement, non. Ça n'était pas tout à fait. Ça n'était pas tout à fait, ou il manque un petit bout. Bon. De ce point de vue-là, est-ce que pour le psy, ça ouvre est-ce qu'il y a de nouvelles... est-ce que ça ouvre des perspectives, vous voyez, au niveau de la... encore une fois, comme si on prenait cette mémoire qui disparaît et qui devient en même temps une espèce de porte-parole d'une histoire commune et qui dit des choses que personne n'aurait jamais dit, que personne ne dira jamais. Enfin, bon. Et parce qu'effectivement, ça se fait pas, on va dire ça comme ça, ou ça devrait pas, c'est pas le lieu, c'est pas le moment. Donc tout ce rapport au temps, justement, à l'espace, tout ça est lié. Je crois que c'est pour des raisons assez simples, d'une certaine manière. Mais ces processus simples de repère dans l'espace-temps, là, en l'occurrence, débouchent sur des problématiques invraisemblables. Et ça pose de nouveaux problèmes, par exemple, enfin de nouveaux problèmes, de nouvelles façons de travailler avec les gens, par exemple, dans le cadre d'un travail. Je pense qu'on en est au balbutiement, justement. Je crois que, et j'en parlais avec des collègues psychologues, c'est vrai que finalement les choses se parlent peu en présence du couple aidant aidé. On va soutenir d'un côté l'aidant, on va mobiliser de l'autre côté la personne malade, mais finalement, à quel moment on offre un espace de circulation de la parole un peu protégé, avec la présence d'un psychologue, à ce couple aidant aidé, ou peut-être à l'intérieur de cet espace pourrait justement s'élaborer quelque chose de ce qui ressurgit et de ce qui vient parfois faire effraction, tellement c'est insupportable à entendre pour les membres de la famille. Donc il n'existe pas grand-chose pour le moment. Certainement que peut-être la thérapie familiale, ou ce qu'on sait du cadre de la thérapie familiale, va de plus en plus offrir des espaces pour réguler et élaborer quelque chose autour de ça. Et puis il y a quelque chose dont on parle peu aussi, c'est que la maladie d'Alzheimer particulièrement, du fait de cette intemporalité aussi, de ce bouleversement de l'ordre des choses et du temps, a aussi un effet sur la lignée, c'est-à-dire que normalement une génération succède à une autre avec une transmission, et l'enfant dépendant devient indépendant. Enfin bon, voilà, chaque génération succède à une autre, et là il y a une espèce à un moment donné d'arrêt sur image, la fille qui est amenée à retourner auprès de sa mère pour lui apporter de l'aide, en parfois délaissant ses propres enfants ou ses propres petits-enfants. Il y a tout d'un coup quelque chose qui n'est plus dans une certaine continuité, avec un retournement. Et là aussi, je pense qu'il y a certainement un espace à proposer au groupe entier pour pouvoir que chacun à sa place puisse maintenir ses repères. D'autant plus que, c'est encore un problème supplémentaire auquel je pense, c'est que contrairement à l'analyse où en principe, si on n'a pas envie, on ne va pas vous obliger, ça ne marchera pas. Là, on est justement dans un cas, on est contraint. Là. Il y a une certaine contrainte. Je veux dire, quand quelque chose sort, qu'il va falloir régler, parce que sans ça, ou pas, je ne sais pas d'ailleurs, peut-être qu'on peut aussi dire que c'est la maladie, s'en tenir là, mais si vraiment on veut le régler, là il y a quand même une espèce d'injonction de la part du malade. Ça change tout. Mais bon, pour le moment, c'est quand même souvent mis en effet sur le compte de la maladie, c'est symptomatisé, c'est le symptôme, et parfois même on utilise le médicament pour que ce symptôme fasse moins de bruit. Bon.